Mon père m'amenait sur les plateaux, c'est un peu quelque chose de féerique. Donc j'étais vraiment dans ce milieu, dans cet univers, je savais que je n'en sortirais pas. Et plusieurs fois, je me suis permis de le rassurer en lui disant tu peux y aller, tu as tout ce qu'il faut pour faire de la mise en scène et être le patron. Et après, avec son frère, ils ont fait la guerre ensemble. Je crois qu'il avait une expérience de la vie extraordinaire. Il avait donc, je pense, cette faculté, cette sensibilité de flairer le talent ailleurs que chez lui, et ça lui plaisait. On ne savait pas et on construisait toute cette histoire autour d'un personnage qu'on ne trouvait pas et qu'on a eu du mal à trouver. Le premier jour, Claude est arrivé en pleine forme dans son costume metteur en scène, la casquette, les poches pratiques, le scénario sous le bras. Très professionnel, très à l'heure, très organisé. Il avait un sens de la musicalité extraordinaire. Il avait aussi une culture d'ancien assistant qui faisait que il n'était pas seulement un donneur d'ordre ou un visionnaire comme ça, il allait sur le terrain. Claude Pinoteau, c'est un homme de parole. Il avait été élevé dans cette, si je peux déranger ce mot-là, dans cette morale-là. C'était touchant. Et quand il vous montrait des photos de famille, il avait toujours la fierté attendrie de montrer ses photos de scout. Je voyais mon Claude petit avec son frère Jackie, avec le foulard de scout, comme ça, le béret. Alors, il me disait, tu vois, ça c'est nous. Il y avait toujours quelque chose qui en était resté dans son cœur, dans son âme, dans sa façon de se conduire. On est honnête, on est de parole, on est Claude Pinoteau, on est les Pinoteau. Leur père était un grand monsieur du cinéma français. Le monde se réduisait à papa. Parce que on se tenait par la main, Claude et moi, on ne faisait qu'un. Et nous étions entièrement dévoués. Et il s'occupait aussi de nous, parce qu'il nous a vus grandir sans mère, puisqu'il a été rapidement évincé de la vie de celle qui était ma mère, mais qui n'était que ça. Et c'est pas une enfance qui est forcément facile, mais dont il a tiré le maximum pour le transformer en force. Mon père est né au XIXe siècle. À cette époque-là, les familles, quand on avait un fils, on voulait en faire un prêtre ou un militaire. Et mon père voulait faire de moi un militaire. Il voulait que je fasse Saint-Cyr. Mais j'étais passionné par la composition française. J'avais lu tous les livres de Jules Verne. Tous. Je crois 80, j'ai dû lire. Et donc, j'étais tout à fait dans l'imaginaire des choses, et le cinéma m'apportait cet imaginaire. Dès que j'ai eu l'âge de me déplacer un peu, mon père m'amenait sur les plateaux, et je me souviens avoir vu derrière les projecteurs, je me cachais, mais je voyais Jean Gabin dans Pépé le Mocco, il me présentait à Maurice Chevalier, et même pour gagner un peu de sous à la maison, mon frère et moi, nous faisions engager tous les deux comme figurants. Alors j'ai tourné dans La fin du jour, un film de Duvivier, avec Michel Simon, en uniforme de Boy Scout. Bon, j'ai tourné dans des films, c'était la figuration souvent, ou des silhouettes. Mais j'ai même retrouvé sur le plateau, c'est un peu quelque chose de féerique. Tout d'un coup, j'étais dans mon rêve, j'étais dans l'imaginaire. Je pensais que je ne pourrais pas faire un autre métier que celui-là. Leur père, il avait élevé ses deux fils, qui ont été tous les deux metteurs en scène, dans l'amour, la fierté et
la règle d'or de ce métier, c'est-à-dire être loyal avec tout le monde. C'était l'occupation allemande. Et mon père ne voulait pas travailler avec les Allemands. Et bien entendu, bon, on n'avait plus de quoi faire bouillir la marmite à la maison. Alors on a travaillé en usine. On fabriquait des radiateurs électriques avec mon père et d'autres techniciens, d'ailleurs, du cinéma, dans un hangar immense où on travaillait par moins 5 degrés. Et ça m'a appris un peu la vie. Et puis un jour, le cinéma français a recommencé. Donc mon père a recommencé. Et il a fait un film qui était Premier bal, un film de Christian Jacques. Et il m'a fait engager comme accessoiriste. Et c'est comme ça, finalement, que j'ai continué à apprendre le métier indirectement. Mais je regardais sur le plateau les mises en scène. J'avais même comme accessoiriste, j'avais un scénario. Et je notais les positions de caméra et tout. Enfin, j'apprenais mon métier. En espérant qu'un jour, on me donnerait la chance de passer dans l'assistanat. Galop! À mon commandement! Présentez! Armes! Claude Pinoteau, vous le croisiez dans la rue, sans être désagréable à l'égard de n'importe qui, pourrait penser que c'était un fonctionnaire des PTT. Parce que c'est un modeste. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que, au moment de sa disparition, les hommages qui lui ont été rendus n'ont pas été tout à fait ceux qu'ils auraient dû être. Ce modeste est un homme de courage. Il ne doit pas avoir 17 ans quand il va s'engager dans les armées françaises qui ont libéré la capitale. Il n'a pas pu s'engager avant, il était trop jeune. Et il va suivre ces armées, de Paris jusqu'à Berchtesgaden. Quand tu arrives vers le front, au début, tu n'entends rien. Puis petit à petit, tu entends les départs d'artillerie, les arrivées, les départs d'artillerie. Puis plus tu avances, plus tu commences à entendre les armes automatiques. Et puis plus tu avances, c'est la guerre qui est là. Papa avait un amour inconsidéré, peut-être en tant qu'orphelin, ça comptait beaucoup. Mais la mère patrie, c'est pas une formule seulement. Et donc, il nous avait initiés à l'histoire de France et il était patriote, vous voyez. Mais patriote à l'époque, être patriote, c'était avoir du courage et aimer tout simplement la France et les Français. Aujourd'hui, on en rirait presque. Il parlait de l'honneur de la patrie. Tout ça, quand c'est tombé sur Claude et moi, ça s'est multiplié. Alors il y avait ce sentiment de mission, de devoir d'en finir avec le nazisme. Quand Claude parlait de ce qu'il avait vécu, de la guerre, c'était tellement fort. Mon camarade Rimbaud, mon camarade Bousquet, qui sont morts dans les plaines d'Alsace. Le petit Rimbaud est mort dans mes bras, il avait la matière cervicale qui sortait. Ça a été un combat terrible. À Jebsheim, il y avait 5000 hommes contre 5000 hommes. On savait qu'on risquait la mort, mais il fallait absolument se retrouver. Avec Cocteau, je suis rentré totalement dans son univers que je trouvais très exaltant, très passionnant, très étrange aussi. Mais j'étais à ce moment-là régisseur de plateau. Je faisais mon travail. Je crois que je le faisais bien, parce que Mnouchkine était un producteur assez sévère. Mais j'ai toujours été un des premiers sur le plateau. Bon, ça se passait admirablement bien. J'avais déjà fait plusieurs films avec Mnouchkine. Donc, petit à petit... Cocteau m'observait, et c'est l'histoire des chevaux, en effet, qui a déclenché, qui m'a engagé. Comme Mnouchkine m'avait rendu responsable pour amener les chevaux à Visille,
et qu'un cheval ne voulait pas entrer dans le train de montagne, j'ai fini par me demander qu'on me jette une selle, et je suis rentré de nuit. J'ai dû arriver vers 3-4 heures du matin, je suis rentré à cheval, j'ai fait quand même 60 km à cheval. Et ça m'a rendu, ça m'a fait, comment dirais-je, Cocteau me voyait autrement. Tout d'un coup, ça l'amusait de voir que j'allais au bout des choses, quoi. Bon. Et c'est ce qui a fait que c'était plus facile pour Mnouchkine de me faire accepter comme second assistant sur Les Parents Terribles. Et Cocteau, ensuite, après, à la fin de ce film, m'a dédicacé un livre dans lequel il a mis mon cher Claude, sans qui je ne voudrais jamais faire un film. Ce qui était un compliment formidable. Et j'étais même confus parce que, ayant fait qu'un film avec lui, qui veuille que je continue toujours avec lui quand il tournait. Dès que Cocteau avait envie de quelque chose, il allait encore plus vite que Cocteau. C'est fantastique parce qu'il donnait une impulsion aux acteurs, aux techniciens, extraordinaire. Et dans Orphée, là j'étais vraiment le premier assistant en titre de Cocteau. C'était déjà un film plus intéressant pour un premier assistant parce qu'il y avait beaucoup de scènes de mouvements, beaucoup de figurations, etc. Et là vraiment, ça a été pour moi un film passionnant, Orphée. Je faisais beaucoup de films comme premier assistant. J'enchaînais film sur film. Parfois, je finissais un film le vendredi, je commençais l'autre le samedi. J'étais pris dans un engrenage qui m'amenait doucement vers la mise en scène, mais à travers la passion du cinéma. Et il avait gardé de ce que nous avons appris tous les deux, c'est-à-dire l'idée du service. Mais je crois que c'était aussi un devoir de rentrer dans l'univers des metteurs en scène avec qui je travaillais, que ce soit Max Ophuls, soit René Clair, que ce soit d'autres. Et là, avec Cocteau, je suis rentré totalement dans son univers. Il se passait des choses dans Testament d'Orphée comme dans Orphée étranges. Je dois le reconnaître. Bon, je ne dirais pas que je crois dans la paranormalité, mais il y a eu des choses étranges dans ces films. Je m'excuse de vous parler avec des yeux qui ne sont pas exactement les miens, mais nous sommes ici dans un endroit gigantesque et qui a l'air d'être fabriqué, créé par une sorte de facteur cheval qui serait égyptien ou grec. Et rien ne peut être naturel ici. Je me trouvais avec un film d'Yves Allégret, qui s'appelait L'Ambitieuse, qui se tournait en partie à Paris et en partie à Tahiti. J'ai téléphoné à l'IDEC, j'ai dit, est-ce que vous avez un bon stagiaire à m'envoyer? Ils m'ont dit, on va vous envoyer notre major de promotion, Constantin Gavras. Il m'a accueilli très gentiment. Et je me souviens, il m'a donné la scène à faire. Il me dit, mais découpez-la, dites-nous de ce dont on a besoin. Je suis resté au bar très vite, c'est très facile, c'est un dîner, donc c'est très facile. Je me suis rendu compte que c'était un phénomène extraordinaire. Si bien que quand on a fini ce film, d'Yves Allégret, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais après? Il me dit, rien. Bon, bah, t'enchaînes avec moi. Après, deuxième film, on en a fait un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, on ne s'est pas quitté pendant 4 ans. Et c'est grâce à Claude que je puis entrer dans ce cinéma. Et je dois dire que je suis entré par la voie royale. Et quand je lui ai remis sa Légion d'honneur, j'ai fait un discours, j'ai dit, tu sais, Costamana, quand je vois tout ce que tu as fait dans ce métier, les Oscars que tu as eus, les Globes d'Or, etc., maintenant j'ai l'impression que c'est moi qui suis ton stagiaire. C'est une période de ma vie absolument exceptionnelle, et tout ça, c'est grâce à Claude. Verneuil a vu aussi que je me démerdais bien comme assistant. Et donc j'ai enchaîné, après, avec lui, Le Sergent d'hiver. Et puis, on a fait 100 000 $ au soleil, 1000 dans le sous-sol, La 25e heure, enfin, une quantité de films. Après, on était abonnés. Et le dernier film que j'ai fait avec lui, qui était la bataille de Saint-Sébastien, que nous avons tourné au Mexique et que nous avons préparé à Hollywood, au studio MGM. On a tourné 5 mois avec des moyens américains. Henri m'a donné la responsabilité de la deuxième équipe et il m'a demandé de tourner la bataille. Il a tourné les gros plans avec Queen et Bronson et il m'a laissé avec 400 figurants, 300 chevaux, 17 stuntmen, 3 équipes caméra et j'ai dirigé la bataille à cheval pendant une semaine. Ça a été... Mais j'aurais payé pour ça.
Je préparais un film avec Jean-Paul Belmondo et Annie Girardot qui s'appelait Un homme qui me plaît. Et Mouchkine me dit, pour un film comme ça, il faut qu'on ait un très très grand assistant. Il y avait une organisation assez complexe. Et il me dit, je connais très très bien Claude Pinoteau, qui est vraiment ce qui se fait de mieux sur la place à Paris en ce moment. Et ça serait formidable que vous vous rencontriez. Donc on s'est rencontrés et on est vraiment tombés en sympathie, en amour, en tout ce que vous voulez. D'un seul coup, j'avais en face de moi quelqu'un qui aimait le cinéma à la folie. Et quand un amoureux du cinéma rencontre un autre amoureux du cinéma, on ne peut que tomber amoureux l'un de l'autre. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé une longue collaboration, puisqu'il a été mon assistant sur 4 ou 5 films. Il a même été ensuite l'assistant d'Abel Gans pour Bonaparte et la Révolution, que je produisais. J'ai toujours dit que je préférais être second à Rome que premier dans mon village. Parce que je travaillais auprès, à l'ombre, de grands metteurs en scène qui me permettaient d'approcher des grands acteurs, des grands techniciens. Et je me trouvais très bien là, à faire ce métier. Et je n'imaginais pas un instant que j'aurais le génie de Max Ophuls, le Cocteau, de tous ces gens-là. Il avait peut-être un tout petit peu l'angoisse de l'après d'un premier film, qui est une angoisse terrible, parce qu'on ne peut pas retourner en arrière, et si le film ne marche pas, on ne peut pas non plus continuer. Je ne rêvais pas, enfin si j'en rêvais, mais je n'imaginais pas que je serais capable de faire de la mise en scène. Franchir le pas, ça veut dire entrer dans un autre monde, et oublier complètement le monde dans lequel il excellait. Et c'est pendant le tournage d'un de mes films, je crois que c'est L'Aventure, qu'il est tombé en sympathie avec Lino Ventura, qui lui a proposé de faire son premier long-métrage. C'est en revenant d'Iran, où j'avais tourné un moyen-métrage, nous étions en conversation avec Claude Lelouch, Lino, au siège des films 13, et on parlait, on venait de faire L'Aventure, c'est l'aventure, on riait, et puis à un moment donné, j'ai dit à Lelouch, dis donc Claude, c'est l'heure de mon court-métrage, de voir la projection, si tu veux, on peut y aller. Alors Claude a dit à Lino, bon Claude, Lino, tu nous excuses, parce que je vais voir le court-métrage de Claude. Et Lino dit, parce que moi, j'ai pas le droit de voir le court-métrage de Claude. Il dit, oh écoute, viens voir le court-métrage de Claude. Bon. Alors on s'installe dans la grande salle des films 13, tous les trois, puis une fois que la lumière se rallume, Lino dit, mais au fond, je suis idiot, je cherche un metteur en scène pour mon prochain film, je vais te proposer. C'était Alain Poiret, grand patron de la Gaumont, versant comédie de la Gaumont, et Lino Ventura, qui voulait faire un film à partir d'un bouquin qui s'appelait Drôle de pistolet. Le livre avait circulé. Je me rappelle Michel Audiard, mon vieux copain, il m'avait dit « Touche pas à ça, parce que là, Drôle de pistolet, tout le monde s'est cassé les dents dessus. Touche pas à ça. » Bon. Et puis, finalement, grâce à Lino, on s'est mis au travail avec Jean-Loup. On a quand même travaillé longtemps, des mois et des mois, 6 mois, 8 mois sur le scénario. Donc ça a été le début de ma carrière de metteur en scène grâce à ce film. Et au départ, on pouvait se demander ce qu'on pouvait faire tous les deux ensemble, parce que moi, je suis d'un caractère plutôt dissipé. Je suis sérieux quand je suis penché sur ma feuille de papier, mais j'ai toujours cette envie de rire des choses et des gens que nous sommes et des situations. Et j'avais en face de moi un homme, une âme en lame de couteau, comme son regard, comme ça. On riait, mais après. Mais pendant le travail, alors je me suis dit, vraiment, et cette grande amitié qui a été la nôtre, après, c'est vraiment, encore une fois, la phrase, c'est parce que c'était lui, c'est parce que c'était moi. Parce qu'on n'était pas fait du tout pour aller ensemble. Il avait le trac de me le montrer. Je crois que j'étais le spectateur qui lui faisait le plus peur. Il avait une trouille terrible de mon jugement. Je crois que j'ai été un des derniers à le voir. J'ai vieilli, non? Tu me reconnais? Oui. Il m'a montré un premier montage du film et je suis resté
ébahi parce que je lui ai dit, bah, tu vois, Claude, il fallait commencer déjà bien avant, parce que voilà. Et il était très content. Je me souviens même le Ventura, comment il était aussi fier d'avoir fait le film. Et par la suite, on a fait un dîner chez Claude avec Ventura. Et c'était des moments formidables, parce que Claude, enfin, il s'était révélé en lui-même. Mais tu veux quoi? La liberté. C'est pas un métier, ça. Isabelle Adjani existait déjà, hein, sociétaire de la Comédie Française, vue par tout le monde dans Ondine, etc. Elle existait déjà. Mais c'est évidemment la gifle, en plus qui sera accompagnée du prix Louis Deluc, qui fait d'Isabelle Adjani une star. On passe du talent à la star. On est vraiment parti de la page blanche. Comme je le dis toujours, il n'y a rien de plus susceptible qu'une page blanche. Elle se froisse pour un rien. Et on a beaucoup travaillé. Et Lino était très content. Donc on se préoccupait surtout de savoir où trouver notre fille. Parce que c'était une fille de 18 ans, donc ce n'était pas une actrice chevronnée. Il fallait chercher dans les nouvelles, ou même en débusquer d'inconnus. Et il m'avait dit ah tiens, on a vu une fille à la Comédie Française qui est pas mal. Isabelle Adjani, on l'a vue dans Ondine. Qu'est-ce que tu en penses? Tu l'as vue? Je disais oui, je la connais, parce qu'à l'époque, elle était avec mon copain Dussolier. Nous étions tous de jeunes gens. J'appelais son père en disant que j'aurais bien aimé rencontrer sa fille. Il m'a dit, écoutez, elle vient de partir en Bretagne en vacances. Ah, je dis, bon, écoutez, dès qu'elle revient, qu'elle me passe un coup de téléphone. 2 jours après, elle était là. Dès qu'elle a su par son père, hop, elle a repris le train, elle est revenue. Et Claude me dit, oui, je l'ai vue et je l'ai choisie. Je lui dis, mais Claude, tu as fait un choix extraordinaire, parce qu'il n'y en a pas 2 comme elle. Et c'est vrai, ça s'est prouvé par la suite. Adjani était dans son film lumineuse. Et il avait tout de suite instinctivement jeté son dévolu sur elle, comme après il l'a fait sur Sophie. Bon, moi j'étais pas là pour Sophie, mais comme il l'a fait pour elle, oui. Je vais aller vivre avec Marc. Tu t'es vu avec tes petits genoux blancs et tes chaussettes? Oh, je peux mettre des bas, hein, si ça peut. Tu sais, aujourd'hui, la société n'est plus les gens s'aiment, se désaiment, on n'en fait pas une cérémonie à tous les coups, hein. T'as qu'à regarder autour de toi. Ça change, ça. Mais qu'est-ce que tu fais, là, Isabelle? Tu m'expliques la vie? Quand Lino a lu le scénario, des fois, il disait, moi, ça serait ma propre fille qui me dirait ce qu'elle me dit. Je la défigure. Mais je veux pas un homme, j'ai jamais dit ça. Je m'en fous d'un homme. Je veux un garçon. Et puis lui, j'espère qu'à la cinquantaine, il se retrouvera pas sur le carreau, hein. Parce que toi aussi, t'en es tombé de vélo avec tous tes diplômes. Qu'est-ce qui t'a dit ça? Oh, tout le monde le sait, tout le monde en parle. Alors, arrête de me faire rire, hein. Parce que je l'ai vu. Bien entendu, elle est truquée. C'est pas une vraie gifle qu'elle reçoit. Une vraie gifle, ça c'est autre chose. C'est moi qui lui ai donné un jour, mais pour l'aider justement. On peut en parler maintenant, il y a prescription. Mais ça m'a coûté beaucoup de la gifler, mais je sentais qu'elle la désirait. Quand elle m'a dit, c'est dommage, Claude, qu'on n'ait pas tourné la scène de la gifle avant, parce que paf, ma main est partie. Je l'ai prise dans mes bras, j'ai dit, excuse-moi Isabelle, je suis désolé. Non, ça va. Bon. Et on l'a tourné aussitôt après. On aurait pu me prévenir quand même, non? Ah bah moi aussi. Ils sont arrivés comme ça tous les deux hier soir. Il, qui ça, il? Bah avec son... Enfin, je sais pas comment tu l'appelles. Mais je l'appelle pas, j'appelle personne, je veux savoir avec qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait? Ah écoute, ne crie pas comme ça, moi j'ai plus l'habitude. Hélène. Tiens, comment ça? Hélène, tu veux m'écouter? Ça va? Oui, ça va, mais enfin, j'ai vraiment l'impression que tu t'en... C'était vraiment 2 caractères qui s'affrontaient. Comme Lino, on sait le caractère de Lino, qui est une force. Mais Annie, c'est aussi une force. C'est une comédienne qui a un vrai tempérament, une vraie force. Et en comédie, c'était formidable, parce que la force était là. Monsieur Douélan, the father of Isabelle. Oh, how do you do?
Les acteurs devenaient des parents, c'est-à-dire Nino et Annie, et moi je redevenais petite fille, enfant, fille d'eux. Et je me souviens que c'est un moment où je me disais, un des moments où je me disais, mais c'est incroyable, c'est Lino Ventura. Le gifle m'a réellement emmenée vers le cinéma. On peut dire que Claude Pinoteau a parrainé de cette façon la carrière que je mène. Claude, c'est quand même une sorte de sociologue dans son approche de la vie de ses contemporains. Quand on voyait les films de Claude en famille, les familles, les parents étaient plus proches de leurs enfants et les enfants plus proches de leurs parents. Quoi. Ou alors il y avait les policiers. Mais ça, les policiers, c'était de la belle structure. C'était aussi des images à Lino Ventura. En général, les policiers étaient axés sur Lino Ventura. Bah, oui, une troisième aventure avec Lino, un troisième film, mais il fallait lui trouver une femme américaine. Alors je suis allé à Los Angeles et j'ai rencontré Angie Dickinson. Angie venait de faire un succès immense comme une sorte de femme détective dans une série de télévision américaine qui avait marché extraordinairement. Bref, le film n'a pas marché comme je l'aurais espéré. Enfin, ça a été financièrement, pour les producteurs, ça a été une bonne affaire. J'avais un contrat pour un film indéterminé, signé par Alain Poiret, chez Gaumont. Donc je commençais à me préoccuper de penser à quel film j'allais faire pour Gaumont cette année-là. Et puis j'ai reçu un coup de téléphone d'un producteur de télévision, Roland Gritti. Il m'a proposé de faire le pilote d'une série qui s'appelait La Boum. Et moi j'étais un peu embêté parce que je lui ai dit, vous allez faire ça quand? Il dit, maintenant. J'ai dit, oui, mais moi j'ai un contrat, je suis sous contrat avec Gaumont. Il me dit, lisez ça quand même. Alors j'ai lu 2 pages dactylographiées, qui étaient vraiment un synopsis. Et j'ai dit, c'est dommage, j'aurais tellement aimé tourner ce genre de film parce que moi j'étais tellement, à 13-14 ans, j'étais un tel romantique. J'aurais aimé pouvoir porter à l'écran ces sentiments qui sont encore très frais en moi. Et je lui ai dit, qui a écrit ça? Il me dit, Daniel Thompson. Ah, je dis, Daniel Thompson, je l'avais remarqué, je savais que c'est la fille de Gérard Horry. Je dis, ah, j'aurais bien travaillé avec elle, quel dommage. Alors bon, et puis bon, on se quitte. Puis je rentre à Neuilly et je vais voir Alain Poiret. J'ai dit, écoute Alain, le film est déterminé. Tu ne peux pas essayer de voir Roland Gritti, ce producteur, et de racheter le contrat de Daniel Thompson, de racheter l'idée, et ça pourrait être mon film, le film indéterminé, je dois faire pour toi cette année. Et donc on a travaillé la main dans la main très vite. La base de La Boum, c'est complètement Daniel Thompson. C'est-à-dire, c'est Poupette, c'est sa grand-mère, enfin, c'est sa famille. Vic, c'est Caroline, sa fille. C'est vraiment impliqué tout son univers à elle dans La Boum. Mais le scénario n'était pas écrit. On ne savait pas et on construisait toute cette histoire autour d'un personnage qu'on ne trouvait pas et qu'on a eu du mal à trouver. Et finalement, un soir, bon, il y a une fille qui s'est présentée, qui était Sophie Maupu, elle s'appelait à l'époque. Et j'ai dit à Françoise, en la voyant arriver dans mon bureau, si son ramage se rapporte à son plumage, je crois qu'on tient le phénix du film. Je m'appelle Sophie Maupu, je fais 1m65. J'ai jamais fait de cinéma et ça m'intéresserait d'en faire. Bon, tu as quel âge? J'ai 13 ans. D'ailleurs, ce que j'ai apprécié tout de suite chez elle, c'est pas comme les autres filles qui minaudaient un peu, qui voulaient faire un peu de charme. Alors que Sophie avait déjà elle est un peu distanciée par rapport à nous, un peu en défense en quelque sorte. Ça lui donnait une espèce de classe et elle avait un regard très fort. Je veux dire, on sentait qu'il y avait une personnalité derrière ses yeux. L'œil du réalisateur face à des milliers de postulantes qui, par définition, n'ont pas de papier. Dans d'autres métiers, on parle de curriculum vitae.
Mais voilà, elle est totalement inconnue, et donc c'est le regard d'un homme qui choisit cette jeune femme qui est aujourd'hui une des plus grandes comédiennes françaises. Moi, ce monde se réduisait à un couloir. C'était le couloir de la Gaumont à Neuilly, rue Madeleine-Michelis. Un long couloir où beaucoup d'enfants, parce qu'on était des enfants encore à cet âge-là, attendaient avec leurs parents. Mais je vais vous voir de profil, là. Regardez-vous quand je vous vois de profil, là. Regardez-vous maintenant. Nous parlions d'enfants qui, soudain, avaient des révoltes, des envies, des demandes d'adolescents. Et les parents étaient pris un peu de course, ce qui m'était arrivé donc, quand ma fille avait 12 ans et demi, 13 ans. Je veux sortir, je veux aller dans des booms, je veux... Ça fait rien, laissez tomber. De toute façon, vous en avez rien à foutre. Vous pensez qu'à vous. Vous n'êtes même pas aperçu que j'ai paumé ma gourmette en or, que j'ai raccourci ma frange, vous l'avez même pas vu. J'ai plus rien à mettre, j'ai plus de chaussettes dans mon tiroir. Vous avez même plus le temps de me faire réciter mes sons, ni de me faire à bouffer. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse. Mais qu'est-ce qu'elle a? 13 ans. Je savais qu'il y avait quelqu'un qui me dirait et qui serait là pour me diriger, pas seulement comme actrice, parce que ça, j'allais découvrir ce que c'était, mais voilà, le travail, en quoi ça consiste. Et pour ça, il était vraiment un maître d'œuvre tout à fait au point, quoi. Et ça a été pour moi une joie extraordinaire de travailler dans cette comédie qui était formidablement rythmée par le scénario et par l'ambiance que Claude mettait sur le plateau. Parce qu'il avait un professionnalisme, il savait exactement ce qu'il voulait, il avait préparé chaque journée de tournage avec précision. Il avait un sens de la musicalité extraordinaire et il savait exactement le tempo qu'il voulait pour chacune des scènes. C'était une véritable orchestration. Ces 3 premiers mois de tournage ont été vraiment un moment de bonheur, d'autant plus qu'on était entre enfants, on n'était pas que plongé dans un monde d'adultes. En plus, c'était un film sur nous, donc voilà, il y avait... Tout ça s'est passé en rondeur et en douceur. Ouais. Les joyeuses colonies de vacances au cinéma. Alors là, c'était tout bonheur. Je découvrais tout. On s'est parlé l'autre jour au téléphone. Vous me connaissez, je suis la sœur de Pénélope. On était les bienvenus à participer à cette chose. C'était... Voilà, on était encouragés même. Et avec Claude, on avait vraiment cette impression-là. On était toute une équipe. Il était le metteur en scène, mais tellement humble qu'on l'a jamais vu comme un chef, mais plutôt comme un chef d'orchestre. Il me fallait naturellement une chose très importante, il fallait de la musique. J'avais déjà remarqué Vladimir Cosma, j'avais adoré Salut l'artiste. La musique de Salut l'artiste, j'aimais beaucoup. Et j'avais dit à Marc Goldstaub, qui était directeur de production chez Gaumont, j'ai dit, Marc essaie de contacter Vladimir et demande-lui s'il accepterait de faire ce film. Monsieur Cosma, on a un film qui est en train de se tourner et on a absolument besoin d'une musique pour la semaine prochaine pour tourner des scènes de playback. Et le compositeur pressenti, qui était Michel Polnareff, est en Amérique. Il a envoyé des musiques qui ne conviennent pas à Claude et c'est très difficile de le contacter parce qu'il est loin, etc. Est-ce que vous pouvez faire tout de suite une musique pour ces scènes de slow dont on a besoin pour le tournage? Il m'envoie le scénario du film. Bon, moi, je n'étais pas très enthousiaste au départ parce que j'étais en train de faire 2 films importants, L'inspecteur La Bavure avec Depardieu et Coluche, film de Claude Zidi, puis je faisais le coup du parapluie, film de Gérard Houry avec Pierre Richard, qui étaient des films importants, au moins sur le papier, sur le plan du budget et des acteurs qui jouaient, alors que ça, c'était un film en apparence, un petit film. Je dis, j'ai pas le temps, etc. Et puis je reçois un coup de téléphone d'Alain Poiret lui-même qui me dit, écoutez, Vladimir, vous pouvez pas faire que les gros films à la Gaumont et quand on a besoin de vous pour un film un peu moins important en apparence, ne pas le faire. Donc, s'il vous plaît, c'était comme un ordre, quoi. Donc, il n'y avait pas grand-chose à discuter. J'ai dit, bon, d'accord. Et je me suis mis à mon piano électrique. J'avais un Wurlitzer que je gardais toujours sur moi dans le coffre de la voiture. Je me mets à chercher un thème et à un moment donné, je trouve le thème qui me semble intéressant, le thème qui est devenu par la suite Reality, le thème principal de la Boom.
J'avais demandé que ce soit un chanteur de langue anglaise, que je ne voulais pas que les paroles, comme le thème revenait souvent, prennent trop d'importance ou que les paroles, justement, racontent un peu la situation du film, etc. Et bon, ça s'est bien passé. Vous connaissez la suite. Ça a été un immense succès puisque je crois qu'il y a eu, 25 millions d'albums vendus dans le monde entier, ce qui est colossal. C'était le début d'une collaboration formidable, puisque c'est une collaboration qui n'a jamais cessé. Un succès n'est jamais normal. Un succès, c'est toujours un miracle. Bon, donc à un moment donné, il y a une synchronicité d'éléments qui font que le miracle a lieu. C'est comme une mayonnaise qui prend. Voilà. Mais en même temps, on est content quand ces miracles arrivent à des gens qui les méritent. La Boum, immense succès pour Daniel Thompson et pour Claude, immense succès mérité. Et là, les gens du métier adoraient ce film, le public un raz-de-marée, et la presse était enchantée. Et en plus, Star is Born avec notre Sophie. C'est lourd hein, pour un metteur en scène de prendre quelqu'un de la vie, de le mettre dans un film, et en plus que ce film devienne un tel succès, c'est une grosse responsabilité. Bon, je pense qu'il en avait conscience, et cette relation comme ça paternelle, un peu, s'est développée au fil du temps. On verra ça demain. Allez, file. L'emmerdement commence. Jamais il ne se reposait, jamais. Il était tout le temps entre son scénario, ses dessins, parce qu'il dessinait pas mal les plans, et c'était formidable parce que c'était assez quintessentiel. C'était quand même un type qui était obsédé au moment où il faisait les choses. Je sais pas s'il dormait la nuit, je lui ai jamais demandé, mais... Je sais que Claude disait de moi que je suis un perfectionniste et que je suis un acharné du travail et très, très rigoureux, puisqu'il m'a vu au travail. C'est-à-dire qu'il a été spectateur, comme moi j'étais spectateur à la façon dont il travaillait, comme il écrivait ses films et comme il les concevait. Il avait aussi une forme de perfectionnisme que j'ai vu à l'œuvre. C'est-à-dire que c'était pas un visionnaire de surface, il allait au charbon. J'avais l'idée de faire un premier film qui a été fait sur la sortie de l'enfance. Le deuxième film, l'adolescence, l'adolescence va chez les filles de 12 ans à 16 ans. Et faire ensuite un troisième film sur l'avènement de la femme. Bon. C'était une sorte de tableau, de portrait du moins de la jeunesse des années 80 sur 3 films. Et la Boum 2 arrive, le projet arrive, formidable, il m'appelle, écoute, je serais ravie de retourner avec toi, je suis encore plus ravie de reparticiper à cette expérience en me disant, en plus on va retrouver tout le monde. J'étais tellement un fou de comédie musicale qu'avec Daniel, on a essayé d'introduire dans le film, vu les dons, le talent de Sophie, d'essayer de faire des réminiscences de comédie musicale, que Brigitte Fossé, voyant sa fille, il l'imagine en train de danser dans le rôle de Sid Charis, Dancing in the Rain. Il avait envie de faire plaisir au public, il n'avait pas envie de les choquer. Il avait envie qu'on sorte des salles heureux. Il disait toujours d'ailleurs lui-même qu'il portait des lunettes roses dans la vie. Il avait envie de porter un regard comme ça, positif et optimiste. Il est ce qu'il était, c'est-à-dire quelqu'un qui aimait l'équilibre, la joie, la famille, la société. Au moment où les choses arrivaient, les bouleversements sociaux dans la nouvelle génération arrivée, lui qui était pourtant un homme déjà adulte, largement même, avait ce regard-là, cette vision-là, et parvenait à nous faire découvrir des choses sur ce que nous étions nous. On voit d'ailleurs dans ce film sa tendresse, on voit son amour de la vie, on voit son amour pour les autres, sa gentillesse,
Parfois, il y a sûrement des gens qui ont pris ça comme une faiblesse. Pas du tout. C'était vraiment une vision du monde, une vision claire et nette, et qui passait toujours par le respect de l'autre. Il n'a pas inventé un style, mais il a renforcé tout ce qui avait été réussi. Et comme il avait assisté à plein de belles choses, il a su se les approprier, et l'ensemble fait le style de Claude qui est un vrai gentleman de la pellicule, quoi. C'est vraiment un monsieur honnête. Il est d'une honnêteté incroyable. Ses films étaient d'une honnêteté incroyable. C'est pour ça que ces films ont eu le succès que le public ne s'est pas trompé. J'ai retrouvé avec bonheur, avec un immense bonheur, à la fois Lino Ventura et à la fois Jean-Loup Dabadi. À nouveau, on est parti de la page blanche avec Jean-Loup, sur une idée de Jean-Loup. On a passé beaucoup de moments de notre vie à faire nos films. Claude me rédigeait, de sa jolie écriture bleu pâle, bleu nuit, il me rédigeait ce que nous appelions, lui et moi, dans notre langage, les télégrammes. Et Jean-Loup aimait bien ça, c'est-à-dire que je lui donnais le télégramme de la première scène, et lui rédigeait, il faisait les dialogues. J'écrivais ma scène ou mes scènes, et puis j'allais les porter chez Claude, ou Claude venait à la maison, il les lisait, on critiquait, et on allait comme ça, tout ensemble, vers la fin du scénario. J'ai dit à Sophie, lis le scénario, à chaque fois que je ferai un film, tu lis. Si tu vois qu'il y a un rôle que tu as envie de le faire, tu le fais. Et le seul rôle qui était possible, c'était le rôle de la fille de Lino Ventura dans le film. Bon. Et donc, elle a dit, moi, ça m'intéresse, je veux bien le faire. OK. Et puis, nous avons commencé la préparation. Et le premier jour de tournage, on tournait à Orly avec Sophie. Première scène avec Sophie et Lino. Et j'apprends par Alain Poiret que Sophie ne ferait pas le film. Moi, j'avais d'autres curiosités, j'avais fait d'autres rencontres, d'autres scénarios. Elle a eu ce cran de dire, je ne veux pas que Claude apprenne ça par personne interposée, je dois lui dire. Elle est venue à Orly. Et quand j'ai vu arriver Sophie, bon, j'ai dit, bon, pas de problème. Je lui ai dit, tu vas au maquillage, parce qu'on était un peu en retard. Et elle m'a dit, non, Claude, non, je ne fais pas le film. Là, j'étais absolument estomaqué. Toute l'équipe de la Boum qui était là, bon, je ne parle même pas de Lino, était vraiment très embêtée. J'ai dit, ça y est, tu te rends compte bon. Et elle m'a dit oui. J'ai dit, écoute, va au maquillage, va t'habiller. Non. Elle avait commencé à avoir le menton qui remuait, elle avait des larmes aux yeux. Et puis, bon, je lui ai dit, écoute, alors, je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Bon. Et là-dessus, elle a voulu m'embrasser. J'ai dit, ah, bah, écoute, non. Elle a dit, tant pis. Je me souviens. Tant pis. Et elle est partie. Je pense que ça a été pour eux un choc et quelque chose d'un petit peu difficile à comprendre. Et quant à moi, c'était partir à l'autre bout opposé pour voir un peu de quel espace je disposais, quoi. Est-ce que je vais de là à là, ou est-ce qu'au contraire, je vois large et puis après, je me trouve dans ce panorama, quoi. Donc j'avais besoin de ça. Un vendredi matin, je reçois un coup de fil de Claude qui me dit « Bonjour, c'est Elisabeth Bourchine ». Je dis « Ben oui, bonjour, Claude Pinoteau. Voilà, très bien, comment allez-vous ? Très bien. Est-ce que vous êtes libre ?» Je dis « Comment ça, je suis libre ? Est-ce que oui, ben voilà, parce que je vous avais vu pour un film. Oui. Et ben, j'aimerais bien savoir si vous êtes libre pour tourner avec moi. » Et il me dit « Ben voilà... Ce n'est plus Sophie Marceau, donc c'est vous que j'ai choisi. » Mais c'est pas moi, c'est lui qui me retrouvait. Mais pourquoi tu me demandes tout ça? Tu veux lui courir après toi aussi? Tu veux lui dire que vous avez couché avec ma fille, que vous n'avez pas disparaître? C'est ça, mais tu veux quoi? Moi, voilà ce que je veux. Que tu mettes ça et que tu retournes là-bas. Ils t'attendent. Et après, je te promets que tu auras tous les détails. Bastien. Lino nous a beaucoup aidés tous les deux. C'était comme un catalyseur tout d'un coup. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où Claude était malheureux d'avoir perdu la Laura qu'il avait écrite
et heureux quand je la reprenais, moi. Il était d'une rigueur extrême, mais une rigueur avec, qui passait grâce quand même à sa gentillesse, à sa persuasion, puis cette envie toujours d'aller plus loin, d'aller plus fort. C'était impressionnant parce que d'un côté, il y a la scène avec une simple barricade, et puis de l'autre côté, le mur, quoi. Il fallait viser juste, quoi, parce que avec un petit rien, ça pouvait passer quand même de l'autre côté. Hein. Et là encore, j'avais besoin de musique. Et j'ai eu le culot de lui dire, écoute, je sais, Vladimir, que tu as été un soliste extraordinaire, qui t'a permis de quitter la Roumanie avec ton violon sous le bras. Eh bien voilà, je souhaiterais que tu écris un concerto pour violon et orchestre. Et donc j'ai fait ce concerto comme une espèce de regard d'aujourd'hui sur la littérature concertante pour violon et orchestre, en pensant, en partant du concerto de Mendelssohn et en finissant au concerto de Bartók ou de Berg. Donc, si vous voulez, en 9 minutes, ce qui est la durée du concerto dans le film, je parcours en quelque sorte toute l'histoire du concerto de violon et orchestre. C'était le dernier film de Lino, alors qu'on avait des projets. Moi, j'avais dit à Lino, écoute, je pense que maintenant, enfin, c'est mon opinion, moi je rêve pour toi de films à la Spencer Tracy. Bon, imaginez Lino Ventura dans Devine qui vient dîner ce soir. Et malheureusement, bon, il est décédé beaucoup trop vite, on a eu beaucoup de peine. Et donc là, s'est arrêtée ma collaboration avec ce grand acteur. Comme je l'ai dit, j'ai quitté le collège, j'avais 14 ans et demi, à cause de la guerre. J'étais frustré de ne pas avoir connu tous ces hauts lieux de la culture. Et je cherchais un sujet qui m'amène à voir les grandes écoles. Je trouvais la Sorbonne, c'est-à-dire les hauts lieux, les amphithéâtres où on passait les leçons d'agrégation. En effet, j'ai pu parler avec des maîtres de conférences. Enfin, j'ai traîné mes bottes dans la Sorbonne et pendant tout le tournage. Et enfin, cette frustration a été effacée grâce à ces films. Pour lui, l'éducation, c'était quelque chose d'important. Il insistait bien sur le fait qu'il faut s'éduquer, il faut se cultiver, il faut... Tout ça, c'est lié. Hein. Le cinéma, c'est la lumière, c'est le cadre, c'est l'histoire. Donc voilà, ça fait des hommes très, très curieux, qui aiment voyager. Il me faisait partager tout ça. Pardon, silence, sagesse, savoir. Ici, on déconne pas, on parle bien, on finit ses phrases. Je souhaitais vivement retrouver Sophie. Et Jean-Louis Livy, elle nous a aidés à ça. Et on s'est expliqué. Et puis finalement, tout est rentré dans l'ordre. J'ai envie d'un vrai baiser de cinéma ici, dans la voiture. Tout de suite. Les séparations, les retrouvailles sont toujours difficiles et bien heureuses aussi. Enfin, voilà, il fallait arriver à gérer tout ça. Mais du coup, on est rentré dans une vraie relation avec tout ce que ça comporte d'amour, parce que je crois qu'il y avait aussi vraiment quelque chose de profondément... une rencontre, en tout cas. Les personnalités des metteurs en scène sont quand même extrêmement présentes à travers leur choix de films, et d'avoir envie de raconter une histoire. Et c'était quelqu'un de profondément romantique. J'ai l'impression, quand on parle du romantisme, enfin, pour moi, j'ai l'impression que c'est, dans la période de la vie, c'est la jeunesse. C'est-à-dire, c'est cette période où on se construit. C'est le côté un peu étudiant de Claude. Il a toujours été un étudiant. Il m'a transmis aussi toute cette vision romantique des choses. Cette envie que ce soit beau, que ce soit calme, que ce soit harmonieux, que ce soit amical, et quelque chose aussi de l'ordre de la gratuité, du don, de la beauté du geste. Et toutes les actrices
J'ai l'impression qu'il leur donnait ça, ce cadeau-là. J'ai le souvenir d'avoir vu un enfant. Voilà. Un enfant à qui on donnait les moyens de faire du cinéma. Oui, j'avais l'impression de régner sur cette bande de garçons qui, eux, devaient trimer dans la neige et dans la boue. Et moi, je venais juste récolter les baisers, les caresses. Géraldine Pellas, adorable, elle arrivait de Marseille, elle avait 18 ans, elle avait juste fait une petite télévision, mais jamais eu un petit rôle vraiment important. Et on lui a donné sa chance, Françoise Ménidret et moi. Moi, j'étais très, très fan de ce personnage auquel j'attribuais des vertus un peu de Scarlett. Il y a une scène dans un escalier, la nuit, entre Vincent Pérez et Géraldine, que j'aime beaucoup, avec un dialogue de Daniel qui est formidable. Avec vous, j'ai toujours honte de tout. Vous êtes cynique. Vous jugez, vous cassez. Je vais vous dire ce que c'est Michel pour vous. C'est votre alibi pour vous convaincre que vous êtes capable d'aimer quelqu'un. Elle a eu son César, elle le méritait amplement. Et moi, je lui disais, tu es divine. Le plaisir que j'ai eu de travailler avec elle, elle était vraiment épatante. Après le César, en fait, je me suis dit que les gens m'avaient souhaité bienvenue, au fond. Et que j'avais été bénie par Claude, découvreur de talent, de jeune fille pas trop mauvaise. Il aimait promouvoir, il aimait lancer des jeunes. Alain Poiret avait lu un bouquin de Lagorce qui s'appelait Les dieux provisoires et il pensait qu'il y avait un sujet dans ce livre. Je l'ai lu et effectivement, ça m'a donné l'idée de faire une sorte de conte moderne pour enfants, parce que les deux héros étaient deux enfants de 10 ans et 11 ans. Il avait un regard magnifique sur l'enfance et en même temps, il nous considérait comme des adultes parce que ça restait un travail. Et c'est lui qui m'a appris le premier que même si tu es un enfant acteur, tu es enfant dans ta vie, mais quand tu es sur le plateau, tu dois être concentré. Et tu as le destin d'un personnage sur les épaules, tu as tout un budget qui est derrière, tu as toute une équipe qui travaille, il faut respecter ceux qui travaillent. Tu leur montres ça et ils se plient en deux. Ils sont plus grands du tout, ils ont ta taille. Ils sont même plus petits que toi. T'as plus 10 ans, t'as plus 12 ans, t'as 40 millions. Et après, ouais, on a tourné cette scène et je me rappelle avoir une vraie préoccupation parce que moi, dans ma vie, à cette époque-là, on n'avait vraiment pas du tout beaucoup d'argent. Et donc, Claude commence à mettre la scène en place, en route, et on m'explique donc que c'est vraiment des faux billets. Je t'avais dit qu'on allait bien se marrer et qu'on s'allait plus fort. Et je me rappelle de cette préoccupation, où même si c'était des faux, ça me faisait vraiment du mal. Et je lui ai posé plusieurs fois la question, je lui ai dit, mais pourquoi il le jette, il est obligé? Et il me disait, bah oui, parce qu'il se rend pas compte de ce que c'est. Et puis l'argent n'est pas important finalement quand on recherche l'amour de son père, du moins l'attention de son père. Et puis cette jeune fille qui est là, à lui prouver en fait que l'amour est au-dessus de ces choses-là. Bah, je trouvais ça très beau. Mais ça m'embêtait quand même. Et mes parents étaient sur le tournage, tu vois. Et je les voyais me regarder en train de jeter des tonnes de billets comme ça. Je me disais, ah non. On a vraiment pensé à ce conte moderne en construisant une sorte de cabane au sommet d'un arbre, qui était un très joli travail d'Hugues Tissandier, qui était le chef décorateur. Et il a été très triste que le film ne marche pas, parce qu'on n'a pas eu de chance quand même. Le film est sorti la même semaine que Sauver Willy et Mrs. Doubtfire. Autant dire qu'au niveau cinéma pour enfants, on était un peu foutus. Disons, c'est mon petit canard noir peut-être, mais c'est un canard que j'aime beaucoup. Il savait qu'il m'avait quand même donné un sacré rôle avec lequel je pourrais travailler pendant longtemps. Il avait donc, je pense, cette faculté, cette sensibilité de flairer le talent ailleurs que chez lui, et ça lui plaisait, quoi. Donc, dans ces cas-là, on devient découvreur de talent. Il était dans une vraie ouverture, et ça, je l'ai senti immédiatement. Et c'est vrai que, par exemple, je pense que le choix à ce moment-là qu'il a fait de moi était un choix de curiosité. Il m'avait vu dans tel ou tel film, et puis
Et puis, du coup, je sais pas, je devais lui plaire. Et il s'est dit, tiens, ce mec-là, il a l'air pas mal. Bah, et ça, c'est quoi, ça? Vous me jurez de n'en parler à personne? Jurez, mais non, je ne jure rien. Dites-moi ce que c'est. On dirait du nitrate. Mais c'est de la poudre à canon. Oui, oui, c'est un buste truqué. Je veux le faire parvenir aux résistants de Pologne. Mais vous êtes folle. Je dois dire que ça a été aussi un vrai bonheur de tourner ce film. J'ai un plan où on voit Isabelle, Marie Curie, qui passe là où elle est, c'est-à-dire devant le Panthéon, où désormais elle se repose. Et j'ai fait un arrêt là. C'était un hommage que nous rendions indirectement à Marie Curie. C'est un peu intimidant de jouer un personnage qui a déjà existé. Au fond, ça m'est, là encore une fois, je crois, jamais arrivé. J'ai joué des personnages de romans qui sont quasiment aussi statufiés que peut l'être Marie Curie, surtout quand il s'agit par exemple de Madame Bovary. Mais j'ai pas joué de personnages existants. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut s'en libérer. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai choisi de la jouer avec l'accent, c'est que ça me permet à la fois d'être moi-même et en même temps de me souvenir toujours qu'elle est là aussi et que j'ai pas entièrement vampirisé le personnage. Comment? Mais je jubile, moi. Ou bien j'ai les palmes, ou bien j'ai le plaisir de débarrasser cette école de 2 parasites. C'est un jour faste. Alors dites-moi tout. Votre électromètre, là, il continue à yoyoter ou bien il s'est calmé avec l'uranium? Il continue à yoyoter. Ah, comme c'est dommage. Aïe, aïe, aïe. Et Philippe, c'est un moment où il venait le matin sur le plateau, il était heureux. Et très souvent, quand il ne tournait pas, il venait quand même sur le plateau, il était dans son fauteuil. Là, et très souvent, il me disait, Claude, viens, assieds-toi là avec moi, là, qu'on parle un petit peu, etc. Je dis, mais Philippe, t'es gentil, j'aimerais bien parler avec toi, mais si je m'assois ici, tout le monde s'assoit là-bas. Il faut avancer. Bon. Il y a une livraison pour vous. Un camion. Ça y est. Curie, c'est vous? Curie, c'est nous. On les décharge où au sac? Là, le long du hangar. Allons-y, Pierre-Gilles. Monsieur Le Willer, directeur de l'École supérieure de physique et de chimie de Paris, a fait une surprise en me disant, vous savez, Georges Charpak et Pierre-Gilles de Gênes seraient ravis de tourner dans le film. Je me suis dit, mais quelle chance d'avoir 2 prix Nobel dans le film. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va leur donner comme rôle, parce qu'il n'y a pas de rôle. Et donc ils étaient tous les 2 juchés comme des 2 cochers sur cette charrette. Bien sûr, dès qu'on a su que les 2 prix Nobel tournaient dans un film, Bernard Pivot est venu, les télévisions, le plateau était plein de journalistes. On ne pouvait plus tourner, quoi. On était après du retard. Là. Voici quel était le hangar, qui est une photo d'époque qui a été faite à l'époque. Bon, eh bien, rien de la reconstitution que nous avons faite. Bien sûr, vous allez le voir là, dans un grand désordre, mais nous avons reconstitué finalement ce hangar. Comme d'ailleurs le laboratoire des Curie qui est en face là-bas, où c'est-à-dire les instruments, l'électromètre, le quartz piézoélectrique, tout ça a été reconstitué complètement. Si bien que naturellement nous nous retrouvons dans des lieux, c'est le miracle du cinéma, de reconstituer la vie et de nous retrouver vraiment dans des lieux où on a vraiment vécu les Curie. Claude Pinoteau, je pense, aimait ce cinéma de studio. Cet homme assez classique comme ça, extrêmement gentil d'ailleurs, très, très bienveillant avec ses acteurs et avec son équipe, on le sentait avait plaisir à tourner de cette manière qui avait disparu et qui revient d'ailleurs, puisque maintenant on retravaille beaucoup en studio. C'est du vent, de la poudre aux yeux. 2 tonnes de poudre aux yeux. Ah, vous y allez pas avec le dos de la cuillère. Je vous interdis. Vous nous insultez. Non, le cinéma ne se passe pas forcément dans le drame, les passions déchirantes, mais aussi dans l'amour de son travail, l'amour des autres, des acteurs. C'était quelqu'un d'extrêmement attachant. D'ailleurs, je l'ai croisé souvent plus tard, après, dans des festivals où il finissait, entre guillemets, sa carrière à aller de festival en festival, à parler de cinéma, à voir du cinéma. Mais on sentait qu'il aimait que ça. Il disait, c'est génial, c'est génial. Tu te rends compte, j'ai fait toute ma vie du cinéma et ça continue. Je le fais plus, mais je baigne dans le cinéma, je vois du cinéma. On avait des grandes tables de déjeuner, de dîner, on parlait cinéma sans arrêt. La vie est belle quand même, c'est vrai, c'est formidable. Un réalisateur, un créateur, un auteur, un artiste, ils ont une chance inouïe, c'est que
Ben, ils ne meurent jamais. Ils ne meurent jamais puisque leurs œuvres continuent après eux, quand ces œuvres, justement, ont eu le plaisir de plaire. Et donc, Claude peut être tranquille à travers la gifle, la boum et d'autres. Il sera toujours avec nous. Ce qui est formidable chez Claude, c'est qu'il a vraiment monté toutes les marches qui mènent là où le cinéma peut mener, c'est-à-dire au rêve absolu. Voilà, pour moi c'est ça. C'est vraiment Pinotto, c'est Cocteau, c'est sa relation avec Cocteau, c'est sa relation avec Lelouch, et dans sa filmographie personnelle, c'est sa relation puissante avec l'adolescence. Il était heureux quand un succès, une issue heureuse survenait après tant de travail qu'on avait fait ensemble, qu'il avait fait avec tous les autres, tous les comédiens, tous les techniciens. Il n'en tirait aucune gloire, aucune gloriole, aucune vanité personnelle. Il ne parlait pas de lui. Heureusement qu'on est là pour le faire. Cette complicité professionnelle, cette amitié qui s'était créée entre nous, plus l'enthousiasme et le bonheur du succès, c'est vrai que ça a été une relation formidable. Je crois peut-être que dans la profession, c'est peut-être la seule relation aussi profonde et aussi complète que j'avais. Et je le vois comme quelqu'un de très... Ouais, de volontairement heureux et positif. Et ça se voyait bien sur son visage, il avait une belle lumière comme ça.